Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, il y a Bonjour. quelqu'un. Bonjour. Il y a quelqu'un que son micro est ouvert avec du bruit en arrière, par exemple. Je vais attendre quelques secondes pour commencer, le temps que tout le monde arrive. OK, ben on va commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur le PHTAL, le programme d'hébergement temporaire d'aide à la recherche de logement, surtout pour les salles. Je suis Nancy Brooks de la direction du soutien opérationnel des programmes. Et dans mon équipe, on fait le suivi du PSL et du PHTAL. Donc, quand vous écrivez à aide d'urgence ou à PSL, c'est des gens de mon équipe qui vous répondent. Comment on va fonctionner aujourd'hui? Juste pour vous dire, la rencontre est enregistrée. Fait que si jamais vous avez besoin du lien pour revoir la rencontre plus tard, ben je peux vous envoyer le lien. Je vais présenter, puis on va prendre les questions à mesure. Donc, vous n'avez pas besoin de garder vos questions. Si jamais vous avez une question que ça fait longtemps puis que je ne l'ai pas vue, ben gênez-vous pas pour parler. Juste, mettons que je n'ai pas vu votre main, là, juste le dire, ah, j'avais une question. Donc, comme ça, on n'oubliera pas personne. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Oui, parfait. Je vais partager mon écran. Juste pour vous dire aussi, bon, il y a un PowerPoint, mais le but est aussi d'échanger. Donc, je pense qu'on s'est tous déjà parlé, soit avec le ROC quand il y avait eu la rencontre, ou soit lors de rencontres individuelles avec chacun de vous. Donc, le but, là, c'est vraiment d'échanger puis essayer de trouver des réponses, des fois, à des questions qui sont compliquées, ou peut-être prendre en note aussi vos questions pour les prochaines fois, là, pour aller chercher les réponses, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, là. Le contexte des salles a changé beaucoup depuis quelques mois. On le sait, même depuis le début, là, ça change beaucoup. Et il y a des cas qui reviennent, qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, ce qu'on va voir, c'est surtout par rapport aux salles, le retour sur le mandat des salles, s'il y aurait des nouveaux ou des gens qui ne sont pas encore des salles pour voir c'est quoi. On va parler du nouveau intervenant pivot, la reddition de compte et les questions spécifiques qu'on a eues par rapport aux salles dans les derniers mois. Et l'hébergement temporaire, même si ce n'est pas un rôle spécifiquement au salles, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent avec ce rôle-là, donc on va en parler aussi par rapport aux villes, mais aussi par rapport à ce que vous devez souvent ramasser là, par la banque. Donc, juste un rappel sur le PHTAL. Donc, il y a deux volets. Le volet 1, c'est les subventions aux municipalités pour couvrir une partie des coûts des services d'aide d'urgence aux citoyens. Donc, le but, c'est de maintenir des services d'aide d'urgence à l'année auprès des ménages sans logis. Au début, c'était vraiment le 1er juillet, mais là, on le sait, c'est pas juste le 1er juillet, c'est à l'année que les gens se retrouvent à la rue et qui ont besoin d'aide ou d'un logement, d'hébergement temporaire. Et le volet 2, donc, c'est justement les subventions aux offices pour les salles.
Donc, le rôle du SAL, c'est informer, orienter, accompagner les ménages dans la municipalité desservie dans sa recherche de logement. Et c'est aussi par la bande de les aider de trouver un logement plus rapidement que s'ils faisaient leurs recherches eux-mêmes. Donc, je reviens sur le mandat du SAL. Le SAL, en gros, oui, puis je pense que ceux qui ont des SAL le font déjà. Donc, c'est d'accompagner les ménages, de les informer de ce qui existe sur le marché privé, de aussi les diriger, quand ils sont admissibles, vers les logements sociaux, donc faire leur demande et l'HLM PSL. Et des fois aussi, c'est les diriger vers soit la Croix-Rouge, les comités de logement, tout ça, quand c'est des ménages qui sont plus vulnérables et qu'il n'y a pas d'intervenant pivot. On en reparlera plus tard. Donc, l'intervenant pivot. Je n'ai parlé pour ceux qui étaient au webinaire plus général la dernière fois. Je n'ai parlé. L'intervenant pivot, ça sert beaucoup à faire des liens, mais aussi à faire, c'est comme un organisateur communautaire, donc d'aller chercher tout ce qui existe sur le territoire au niveau santé communautaire, logement, pour pouvoir référer rapidement les personnes vers le bon intervenant. Parce que ça ne veut pas dire que l'intervenant pivot devient un intervenant qui fait de l'intervention spécialisée en déficience ou en toxicomanie. C'est juste que pour pas que la personne se retrouve dans un trou de service, parce qu'on sait, si on dit appel à santé, c'est compliqué un peu. Donc, c'est vraiment de faire des liens et faire une espèce de base de données pour pouvoir référer la personne au bon endroit et aussi faire des tables de concertation pour pouvoir justement connaître ce qui se passe dans le milieu, puis pas être, je veux dire, pas être pris avec la personne aussi, parce que je sais que la plupart des gens dans les salles, c'est des gens qui veulent aider les gens, puis tout ça. Fait que des fois, vous restez pris avec les cas plus complexes parce que vous ne savez pas où l'envoyer, la personne, ou quoi faire avec. Donc, l'intervenant pivot, c'est aussi son rôle de pouvoir référer aux bons gens et de pouvoir savoir quoi faire avec ces personnes-là. Puis ça ne veut pas dire non plus lui trouver un logement tout de suite, mais des fois, c'est trouver les bonnes personnes qui vont l'aider pour qu'il ait accès à un logement éventuellement. Donc, en gros, c'est ce que je viens de dire. Moi, je pense que c'est un rôle qui est très important. Donc, si vous avez des salles, ça serait une bonne avenue à regarder, là, mais c'est très personnel à moi. Je trouve que c'est pour quand c'est compliqué, puis pour avoir parlé à beaucoup d'entre vous, les cas sont de plus en plus compliqués, complexes, les situations sont plus problématiques. Donc, moi, je pense que c'est un rôle qui peut vous aider dans vos salles. Pour la reddition de compte, l'intervenant pivot, bon, ben là, il n'est pas dans les CGLS encore. Donc, on a fait un document Excel à part. Donc, cette personne-là pourra remplir ça à part. Éventuellement, on va le rentrer dans les CGLS, mais pour l'instant, on ne pouvait pas le faire parce que c'était plus compliqué que d'autres choses là, pour l'instant. Ça ne sera pas exactement le même formulaire. Ça va être plus axé sur le type de clientèle et les références où la personne a eu de l'aide, en fin de compte, là. Une question qu'on a eu beaucoup déjà par les villes ou par le biais des offices, c'est que l'intervenant pivot, ça fait partie du budget du SAR. Donc, oui, les municipalités participent à 10 de l'intervenant-là. Donc, si vous avez le maximum, je ne sais pas, 250 000 plus 75 000, ben, c'est 10 des deux, là. Si jamais il y a une ville qui vous le demande, c'est les deux ensemble. J'avais écrit, je vous présenterai le formulaire, mais je pense que je vais attendre de toute façon, on est en train de faire un espace pour pouvoir déposer les documents. Comme dans le PSLQ, on a un espace pour les documents où ce que vous pouvez aller voir tout le temps les documents à jour, tout ça, mais on est en train de le faire pour
le PHTAL. Fait que tous les documents, on va les déposer là. On va vous envoyer le lien. Comme ça va être plus simple pour vous d'aller consulter tous les documents. Bon, là, je rentre dans quelque chose de crunchy qui est pas si facile à expliquer parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient été commencé à utiliser SIGLS pour faire le bilan ou la reddition de compte pour chaque semaine, là. Sauf que par rapport au SARL, par rapport au Conseil du Trésor, le bilan, il manquait des choses dedans. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a des cases qui ont été ajoutées par rapport à la composition du ménage. Donc, ça, ce n'était pas là au début. Puis, le bilan, ben, c'est ce qui fait que vous allez avoir le 20 le dernier 20 de versement. Pour ceux qui avaient un SARL en 2022-23, SIGLS n'était pas utilisé pour ça. Fait que si vous avez des bilans, je ne sais pas s'il en reste beaucoup à faire, c'était plus le formulaire qu'on vous avait envoyé. Si jamais vous avez des questions, écrivez dans Aide d'urgence, on va vous le retourner, là. Mais pour 22-23, c'est ça. Puis je sais que pour 2023-24, on a un problème. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué parce que toutes les cases doivent être complétées. Il ne peut pas y avoir de trou pour le SCT parce que pour le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, lui, nous demande vraiment toutes les cases et toutes la composition du ménage, combien de temps ils ont été hébergés, tout ça. Fait que, il doit y avoir une cohérence des données. Et je sais que ça a été parlé quand on a fait avec le ROC qu'il y avait des choses qui vous ne pouviez pas remplir. Je pense que ça a été modifié, là, que tout peut être complété. Fait que nous, ce qu'on voudrait, si c'est possible, c'est de retourner dans le CGLS puis de s'assurer que toutes les cases soient complétées pour 2023-24. Bon, on comprend qu'il y a des choses qui vont peut-être être compliquées à faire, mais c'est parce que s'il y a une place qui n'a rien de complété, pour nous, c'est comme si c'est oublié. C'est comme si vous aviez oublié de le compléter. Fait que si jamais il y a des trous et que vous ne savez pas quoi faire avec, écrivez-nous. Puis on verra avec la COGI pour voir comment l'arrimer, là. Fait que je ne sais pas, il n'y en avait pas tant que ça, mais juste retourner dans le SCGLS pour voir que vous avez tout rempli, là. Oui, Maud? Juste pour m'assurer, en fait, qu'on parle de toutes les cases qui doivent être complétées, là, il y a les 2 champs obligatoires qui ont été rajoutés récemment, mais c'est quoi les autres? Juste pour être sûr, je voudrais faire une liste bien claire, être sûr qu'on n'oublie rien. Les autres champs qui doivent être complétés absolument. Bien, en fait, tous les champs devraient être complétés. OK, bien c'est ça. Quand on rentre notre demande, donc, tu sais, de bien le fermer avec le bon code, de mettre le bon statut. Exact. Mais il n'y a pas rien d'autre, là. Non. À piloter Non, ou quoi que ce soit, là. Non, bien, je vais juste vérifier avec Alain, là, Alain, est-ce qu'il y avait des éléments, d'autres éléments pour la reddition de compte qui manquaient? Non, essentiellement, c'est ça. C'est compléter au fond, les fiches d'inscription des ménages. Puis, effectivement, non, il n'y a pas d'autres points en suspens. OK, parfait. Merci. Aviez-vous d'autres questions, commentaires là-dessus? Non, c'est bien. Puis, comme je vous dis, nous, on est toujours. Oui, M. Lane? Oui, excusez-moi. Au niveau de la demande, j'essaie de retrouver, bonjour, donc OMH de Québec. Comment nommer, on a reçu comme beaucoup d'offices en fait le rappel, attention, vous avez les cases de motifs de fermeture de demande ou au niveau des, excusez-moi, je pensais avoir un peu plus de temps, au niveau des deux paramètres SHQ dans l'onglet information qui ont été rajoutés. Ouais. Ce qu'on a remarqué, c'est que des fois la composition du ménage, pour nous, elle n'est pas communiquée. Donc des fois, c'est pas clair ou vous savez des fois on fait affaire avec des gens on soutient des gens qui sont un peu désorganisés, etc. Mhm. Et mon équipe me dit, ben, si je n'ai pas la composition du ménage, ce qui arrive parfois, il n'y a pas inconnu, il n'y a pas autre,
c'est impossible de renseigner le niveau d'accompagnement. OK, je pensais qu'il avait ajouté le inconnu. Nous, c'est une demande qu'on a fait il y a quelques temps. Ouais. Peut-être ça a été ajouté. Je ne suis pas au quotidien dedans, là, sous réserve que ça n'ait pas été modifié. Mais l'enjeu, Ok. c'est qu'on connaîtrait le niveau d'accompagnement et nous, ça nous sert beaucoup pour faire le suivi des dossiers. Mais des fois, mon équipe me dit, est-ce que je mets personne seule? À la fin de l'année, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi le pourcentage de personnes seules, c'est quoi les compositions du ménage pour prévoir en logement de dépannage, la suite, etc. Mhm, Donc, mhm. si peut-être il y a un moyen de le dissocier ou de mettre quelque chose comme non communiqué par le ménage, ça Ouais, serait c'est ça. très aidant. Ça nous permettrait de ne pas fausser nos données en mettant autre chose là-dessus. Ok, on va vérifier avec la Cogiweb pour faire. J'avais compris qu'il l'avait fait, mais Peut-être que ça a été ça fait, s'en je ne vient. suis pas allé récemment, OK. les derniers jours. Merci. Oui, Maud? Ah, désolée, Isabelle. Petite question, faut-tu retourner sur tous nos anciens dossiers qui ont été ouverts depuis 23-24? Ben, en fait, est-ce que la composition du ménage est dedans? Il va falloir que je parle avec la personne qui a qui a rentré les demandes, là. Mhm. Mais ça, c'est apparu récemment, ça, ces icônes supplémentaires-là à cocher? Je pense que oui, j'ai pas la date, là, parce que c'est pas moi qui s'occupe vraiment de ce bout-là, mais oui, je pense que c'était ajouté début de l'année, janvier, dans ce bout-là. Oui, mais là, pour la réduction 2023-2024, ça veut dire que c'est à partir du 1er avril de l'année passée, là. Oui. Qu'il faut s'assurer que tous nos dossiers soient. Ouais, on parle de 400-500 dossiers, là. C'est pas Non, le je fun de comprends. passer là-dessus, là. Oui, je comprends. Mais en fait, tu sais, c'est de faire son possible, là. C'est sûr que nous, on va essayer de quand même le dire au Conseil du Trésor qu'on est encore en adaptation de tout ça. Donc, tu sais, c'est de faire ce que vous pouvez, là. OK, merci. Oui, bon, désolée, hein, il y en a que je tutoie. Ben, c'est On voit. correct, on se parle tellement souvent. Écoute, c'était pour faire du pouce sur ce que monsieur avait amené comme point. Effectivement, ça n'a pas été rajouté. Et moi, j'ai eu une réponse de ma conseillère en gestion parce qu'on avait soulevé exactement la même problématique là, de notre côté. En fait, la réponse que j'ai eue, c'est que ça ne sera pas ajouté parce qu'ils veulent absolument qu'on ait la composition du ménage. Donc, tu sais, de mon côté, j'avais également là, fait une petite composition. J'avais envoyé à ma conseillère en gestion pour dire que, tu sais, c'est pas possible des fois d'avoir cette information-là. On est toujours en attente, mais pour l'instant, la réponse que j'ai eue, c'est que ça va rester tel quel puis qu'on n'aura pas de champ inconnu qui sera rajouté. OK, parce qu'on avait parlé à la rencontre du rock, là. OK. Bon, je vais vérifier, on va vérifier puis on va vous envoyer un petit message dans la rencontre plus tard là, pour voir qu'est-ce qui est le mieux de faire. Là. On va vérifier avec nos autorités pour qu'est-ce qui est le mieux de faire pour le SCT. Là. Ça se peut que le mieux, c'est de ne pas le remplir cette année, là. Mais je trouve ça un peu. Ouais, c'est pas évident. Parce que ce qu'on a soulevé, en fait, c'est que si on le remplit tel quel, ben on fausse les données. Tu sais, si on prend un Exact. champ, fait que c'est pas plus aidant, je crois, pour les stats, là, parce qu'on vient mentir, en fait, là, fait que ça serait pertinent de le rajouter. OK. Mais je vous reviens là-dessus. Je vais avoir la liste des participants, là, je vais pouvoir vous revenir là-dessus ou on le spécifiera dans les modalités. Là. Ça va, oui. Il y a une chose qui n'est pas évidente souvent, je n'ai parlé dans le PSLQ pour ceux qui étaient là, puis c'est les fins de programme. Là, cette année, l'entente va être quand même 24-25, mais le programme se termine en novembre. Mais on le sait qu'il va être renouvelé. Là. S'il n'était pas pour être renouvelé, on le saurait. Donc, inquiétez-vous pas. Ce qu'on va écrire dans l'entente, c'est l'entente est de 1er avril au 31 mars, sous condition de renouvellement de programme
c'est juste parce qu'on est obligé d'écrire ça. Mais faites-vous-en pas, il est déjà en train d'être analysé pour être renouvelé, là. Mais c'est quelque chose, je sais, qui revient souvent dans le PSL, là, parce que c'est souvent dans le milieu d'une entente et tout ça, mais c'est le Conseil du Trésor, la façon qu'il fait ces choses. Oui, M. Armstrong? Oui, pour l'entente qui va être à signer, puis j'imagine qu'il va falloir retourner aux villes là, encore cette année. Tu sais, c'est beaucoup de travail d'aller aux villes, d'aller chercher ces résolutions-là. J'avais suggéré l'année dernière qu'on puisse mettre une clause que l'entente est valide jusqu'à temps que les SHQ y mettent terme. Là, tu sais. Dans le fond, les villes sont prêtes à s'engager la plupart du temps à long terme, tant que le programme vivra. Ça pourrait vraiment être facilitant pour nous, là. Puis je sais, l'année passée, je disais ça a été compliqué pour ma part, puis je m'étais fait ramener à l'ordre par un de mes collègues qui, lui, avait 13 maires à convaincre. Là. Moi, j'en ai rien qu'un, tu sais, ça va bien. Mais tu sais, je comprends que le Conseil du Trésor ne veut pas le renouveler indéfiniment, là, mais vous avez le gros bout du bâton, vous avez juste à dire, ben, le programme vit tant que la SHQ ne met pas un terme, là. Oui, mais en fait, l'année passée, parce que quand vous l'aviez soulevé, on est allé vérifier avec le juridique et on ne peut pas non plus à cause des budgets. Parce que, tu sais, les budgets sont annoncés à chaque année, donc on ne peut pas faire une entente avec pas de budget au niveau gouvernemental dedans, là. Fait que c'était ça, Ben, parce l'entente, ça on l'avait dit, pris en note. vous avez juste à dire que l'entente est conditionnelle à l'obtention des budgets. Ben, c'est parce que on peut pas. Oui, je sais pas, il faudrait vérifier, mais ça n'avait pas l'air à fonctionner comme ça, là. En tout cas, Je peux pas parler au niveau juridique parce que je ne suis pas juriste, là, mais ça n'avait pas l'air à fonctionner. OK. Je le reprends en note pour voir si avec cette notion-là, ça fonctionnerait. Ensuite, bon, l'analyse des états financiers, peut-être que ça a été compliqué pour certaines personnes, mais tu sais, c'est en même temps que vos analyses d'états financiers là, annuelles de tout, là. Donc, c'est une partie de vos états financiers, ce programme-là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si jamais vous avez des questions là-dessus, écrivez-nous, puis on va vous référer à la bonne personne à la direction des suivis financiers qui s'occupe de ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de problème là-dessus, là, mais je voulais juste vous le dire. Les prochaines étapes, ben, on est en train de finaliser les ententes. Donc, ça devrait être prêt dans les. Je ne veux pas créer trop d'attentes parce que ça doit passer au service juridique, mais ça devrait être prêt dans les prochaines semaines. À ce moment-là, on va vous envoyer un envoi à tous pour les documents et les modalités, tout ça. J'ai répertorié les questions qu'on a eues dernièrement ou au cours d'année qui pourraient peut-être vous aider par rapport peut-être si vous avez déjà eu des questions. Donc, une des questions qu'on a eues, est-ce qu'un employé régulier d'un office pourrait faire des heures pour le SAL et être payé par le budget du SAL? Oui, par contre, il faut que ce soit vraiment 2 budgets. Donc, l'employé pourrait, s'il est à temps partiel d'un bord, mais il peut être payé de l'autre bord aussi par le SAL. Une question qu'on a eue, si une municipalité ne veut pas s'engager pour le 10 %, est-ce que les autres municipalités pourraient payer sa part? Oui. Pourquoi on dit si c'est possible si toutes les municipalités du territoire s'entendent? Pourquoi? Parce que ça veut dire que les autres vont payer pour celui qui ne paye pas. Fait que oui, c'est possible, mais il faut que ça soit clair que il y en a eu. Il y en a eu, c'est pour ça qu'on le met, mais ce n'est pas toutes les municipalités qui vont vouloir payer pour les autres, là. Fait que oui, c'est possible, mais il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde.
Bon, ça, c'est moins d'actualité parce que ça ressort moins, là, mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir un registre partagé parce que c'est dans les normes? Non, c'est pas obligé, c'est juste une possibilité que vous pouvez mettre le budget aussi, là. Ensuite, est-ce que vous devez obligatoirement utiliser le modèle de résolution de la SHQ? C'est non, parce que souvent, vous êtes habitués, vous avez vos propres modèles. Les villes ont leur modèle, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez des annonces à faire, que vous voulez le logo de la SHQ, vous pouvez nous écrire, puis on va vous l'envoyer. C'est beaucoup de petites... bon, la durée des ententes... je n'ai déjà parlé, là, jusqu'au 31 mars 2025. On a eu souvent cette question-là, est-ce qu'il y a des grilles de salaire pour les employés d'un SAL? Non, c'est vraiment un budget, c'est une enveloppe, puis c'est vous qui l'utilisez comme vous voulez, là. Est-ce que les OH peuvent recourir à des ressources humaines externes, comme un organisme communautaire? C'est non. Pourquoi? Parce que le but, c'est vraiment que les offices se professionnalisent par rapport aux salles. Donc, le travail du SAL ne peut pas être délégué à un comité logement ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais on avait eu la question, c'est pour ça que j'en parle. Et cette question-là revient souvent. Qu'arrive-t-il si un citoyen habitant une ville sans OH souhaite être appuyé par un SAL? Bien, nous, c'est sûr que le CRC, notre centre d'appel, va le référer à l'OH le plus près de chez lui là, pour des services de référence. Je sais que ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, les services, mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est ce que le centre d'appel va faire, parce que la SHQ va répondre souvent qu'il y en a, que chaque citoyen doit avoir un service, doit avoir la possibilité d'avoir la référence, l'aide. Est-ce que vous aviez des questions spécifiques aux salles? C'était facile. On va rentrer dans l'hébergement temporaire. Donc, l'hébergement temporaire, il ne faut pas oublier que c'est supposé être les villes qui prennent en charge et qui fassent l'hébergement temporaire, le déménagement. Je suis en train de perdre ma voix, désolée. Et l'entreposage. Par contre, on sait que plusieurs villes soit ne participent pas ou délèguent à l'office. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est important de parler. Puis je pense que les questions viennent plus souvent de ce côté-là que du côté salle. Une chose qui a été spécifiée dans les normes cette année, c'est que l'entreposage, c'est seulement pour les meubles dans un logement. Donc, ce n'est pas une personne qui fait du hoarding, qui a l'équivalent de 4 logements. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bateau, un 4 roues, un deuxième auto. On a vu toutes sortes de choses en cours d'année l'année passée. Fait que ça a été spécifié. Fait que cette année, ça vous donne la pogne pour dire non, c'est juste les meubles d'un logement qu'on entrepose. Ça a l'air logique, mais vous le savez, hein, on a toujours les cas qu'on ne pense pas qui pourraient arriver. Aussi, la personne ou le ménage peut avoir accès à l'entreposage et au déménagement seulement s'il y a de l'hébergement temporaire. Ça, on a parlé un peu au ROC. Ce que ça veut dire, c'est que la personne doit être hébergée soit à l'hôtel, soit chez des amis, mais elle doit être en hébergement temporaire. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas quelqu'un qui est dans un logement privé et qui se fait offrir un HLM, mais le déménagement n'est pas compris, même si la personne n'a pas les moyens. C'est vraiment l'hébergement temporaire. Ensuite, il y a des conditions qui ont été mises cette année pour pouvoir mettre fin au financement de l'hébergement temporaire afin de laisser un peu de latitude aux offices
aux villes et aux offices de plus subventionner l'hébergement de gens problématiques. Je vais dire ça comme ça. Oui, Mme Charret? En fait, Mme Brooks, j'aimerais avoir des précisions concernant la définition d'hébergement temporaire. Est-ce que c'est des gens qui sont strictement hébergés à l'hôtel ou s'ils sont hébergés par de la famille ou par des amis ou s'ils squattent un camping en quelque part? Est-ce que c'est défini comme, ou s'ils sont dans leur voiture, c'est défini comme l'hébergement temporaire? Je voudrais avoir une définition, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. On avait parlé la dernière fois, je n'étais pas sûre. Puis oui, c'est vraiment, ils sont en hébergement temporaire, donc ils n'ont pas de logement permanent. C'est un peu ça la définition. Tu sais, ils ont perdu leur logement et entre les deux, là, ils n'ont pas de logement permanent ou plus permanent que temporaire, là. C'est un bail OK. ou quelque chose. Ouais. Puis, je vais me permettre une deuxième question. Est-ce que les frais de déménagement, c'est la première fois qu'on amène les meubles vers l'entreposage et après ça, on prend les meubles de l'entreposage, on les amène vers le nouveau lieu. C'est l'aller-retour, là. Exact. Ouais. OK. Merci. Pas de problème. Donc, l'année passée, dans les normes, c'était seulement une personne qui refuse un logement social, donc qui était sur les listes et qui refusait un logement. À ce moment-là, on mettait fin à l'hébergement temporaire. Quand je dis mettre fin, là, vous comprenez que c'est la personne peut rester là, ça veut, c'est juste que nous, on cesse de payer, là, mais on dû mettre fin pareil. Mais cette année, c'est aussi dans le privé. Donc, moi, ce que je. Tu sais, on sait que c'est un peu flou, là. Donc, moi, je demanderai aux gens dans quel secteur, tout de suite en partant, qui peuvent aller. Et aussi, par rapport tu sais, je dirais, parce que ça n'a pas été défini, là, tu sais, la limite, je ne sais pas, moi, je viens de Québec. Fait que, tu sais, Québec, ça serait tout Québec, là, tu sais, la logique, parce que ce n'est pas la même chose que le logement social, tu sais, parce qu'on sait que plus tu restreins tes territoires dans le logement social, moins tu vas avoir de chances d'avoir un logement. Mais là, dans ce cas-là, donc, ça va demander quand même beaucoup de logique, là, beaucoup d'analyse. Je pense qu'on va se parler souvent pour faire des analyses de cas, là. Donc, la personne qui refuse. Comment c'est écrit? C'est quelqu'un qui refuse un logement dans la municipalité où ce qu'il est, où ce qui est concerné. Mais à ce moment-là, tout de suite, son hébergement met fin s'il refuse. Et là, on a eu plein de questions. C'est pour ça que je sais que ça va être peut-être compliqué. On va peut-être avoir beaucoup de discussions, le voir pour faire selon les cas. Là, mais tu sais, il y a une personne qui avait une dette envers Hydro-Québec. Qui fait que là, elle voulait absolument un logement, que l'hydro était compris. Mais pour nous, c'est pas une bonne raison de refuser un logement, tu sais, mais il peut y avoir d'autres choses qui fait que tu dis, ben ouais, c'est le gros bon sens, tu sais, la personne, on ne peut pas y offrir un logement au 3e étage si elle a des problèmes de mobilité réduite, tu sais, donc, on le sait que ça va être plus compliqué, mais sauf que c'est un moyen aussi que les gens ne restent pas à l'hôtel indéfiniment puis qui refusent tous les logements qui leur sont offerts. Parce qu'on sait, c'est ce qu'on a entendu beaucoup, là, que les gens, ils refusent, puis ben à ce moment-là, c'était pas écrit dans les normes, donc il n'y avait aucune façon de mettre fin à l'hébergement, là. Aussi, si l'hôtel met la personne, le ménage dehors, on ne le reloge pas. À ce moment-là, c'est automatiquement son hébergement est terminé. L'année passée, on essayait beaucoup de les reloger, tout ça, mais là, cette année, c'est écrit dans les normes, si la personne a un comportement non approprié et que l'hôtel doit appeler les policiers ou donc à ce moment-là, l'hébergement est terminé. On ne trouve pas une autre place pour l'héberger. Oui, c'est écrit unknown user.
Je ne sais pas si c'est moi, là, c'est Myriam de l'Office de Sherbrooke, mais OK. pourtant, d'habitude, c'est ça qui est écrit, mais en tout cas. Ouais. Ma question, c'est le premier point quand vous dites que si le ménage refuse la location, il devra payer le coût total de l'hébergement. Rétroactif au jour 1 de son arrivée ou à partir du moment où on l'informe que l'hébergement n'est plus pris en charge là, au niveau financier par le programme? À partir du moment où il refuse le logement. OK. Et est-ce Ouais. que la SHQ va nous soumettre un type de... Parce que je suppose qu'on va faire signer les gens pour qu'ils comprennent ça dans quoi ils s'embarquent si ils font ce refus-là. Ce ne sera pas juste du verbal. Oui, ben oui, oui, effectivement, on est en train de travailler sur une espèce de document, là, entente pour le début de l'hébergement qui va avoir quelques informations comme ça, là, justement, que la personne doit collaborer à la recherche de logement, qu'elle doit avoir un comportement approprié. Donc, oui, il va y avoir un document pour ça. OK. Puis, est-ce qu'on a une idée à peu près pour quelle date il serait... s'il va être déposé sur le site ou il va envoyer par courriel? Il va être sur le site, mais c'est dans les prochaines semaines. Là, c'est pas, on est vraiment en veille de le faire, en bon français. OK, merci. De rien. Madame Martin? Oui, bonjour, Estelle Martineau de l'OMH de Richelieu. Martineau, désolée. Pardon? J'ai dit Martineau, on ne voyait pas votre nom complet, je suis désolée. D'accord. Concernant l'hébergement, l'année passée, ça nous est arrivé de mettre des gens à l'hôtel qui avaient des animaux. C'est concernant les coûts, je sais qu'il y avait un surplus de 15 par jour. Est-ce qu'on prend encore en charge les frais à ce niveau-là? Non, non, les animaux, en fait, ils doivent être à la charge de la personne. D'accord, merci. Donc, même que là, l'hôtel les prenait, c'est ça? C'est quand même plus rare, je pense. Même souvent, là, il faut qu'ils se trouvent un refuge pour leur animal, là. Oui, nous, il y a un hôtel qui accepte les animaux, mais il y avait des frais de 15 par jour. OK. Madame Dallaire? Oui, bonjour, Julie Dallaire de l'OMH de Saguenay. Concernant le refus là, de prendre un logement, pour une personne qui n'est pas admissible, qui nous dit ben c'est pas dans son revenu, dans son budget en fait locatif, on le gère comment ça? Bien, ça, en fait, ça dépend. Est-ce que c'est vraiment dans son budget, dans le sens que, tu sais, on peut le prendre avec le taux d'effort aussi, là. Tu sais, avec le 30 du taux d'effort, normalement, en bas de tout ça. Parce que moi, j'ai entendu des gens que les logements trouvés, là, ils étaient bas, là. Tu sais, c'était 500, 600. Tu sais, on peut pas, ça sera pas gratuit, là, qu'ils veulent ou non, là. Fait que, tu sais, moi, j'irais avec le taux d'effort, tu sais, parce que c'est un peu ça qu'on utilise pour le logement social, là. Donc, tu sais, prendre 30 de ses revenus puis faire le calcul, là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont toujours dire que ce n'est pas leur moyen parce qu'ils veulent un logement social, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que ça serait le meilleur moyen. Est-ce que je suis rendue à... je ne vois pas le nom. Maryse. Non, oui, Maryse Baillargeon. Ben, on va aller avec Isabelle, puis au pire, on reviendra. C'est bon. Je céderai ma place par la suite. Merci, Nancy. Donc, Isabelle, Office municipal d'habitation de Montréal. Juste deux petits points, faire du pouce, Nancy. On s'en reparlera peut-être plus tard, là, mais ça va nous faire plaisir de vous envoyer nos conditions d'hébergement là, si jamais vous avez besoin d'inspiration de votre côté. On les a mis à jour récemment, donc avec ces éléments-là. Donc, ça pourra vous supporter là, dans la création de votre document type. Puis le deuxième point, c'est par rapport aux animaux. Là, faire pouce là-dessus, là, on a une problématique aussi de notre côté par rapport à ça. Le fait est qu'on a énormément de pression là, pour prendre les animaux, là, du fait que c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté là,
qu'à Montréal, il n'y a pas de possibilité d'envoyer les animaux à la SPCA là, avec un ménage là, qui aurait des animaux. On avait des lieux d'hébergement qui les prenaient, mais on s'est retrouvés dans d'autres lieux à avoir des dommages là, importants là, suite à des gens qui ont apporté là, clandestinement leurs animaux dans les chambres. Avec le volume qu'on a, on se base quand même sur nos partenaires hôteliers là, pour nous faire feedback là, de ces problématiques-là. Donc, je voulais voir là, si ça a été mentionné là, que nous, on ne les prend pas en charge. Est-ce que ça serait possible que ce soit inscrit dans les modalités administratives de la même façon que les déménagements sont indiqués, puis la fin de paiement là, en cas de refus de logement, là, ce serait bien pour nous d'avoir cela comme ça. On pourrait le mettre aussi dans nos documents, puis on aurait quelque chose sur quoi s'appuyer parce que la discussion est souvent difficile, là, surtout, je dirais, avec les comités de logement ou avec d'autres groupes là, qui ne comprennent pas. Avec une clientèle vulnérable comme ça, pour eux, il y a des gens qui vont préférer la rue avec leur chien que d'aller dans, où ils vont essayer d'apporter leur chien à l'hôtel là, sans qu'on soit au courant. Là, donc, ça nous permettrait d'avoir un petit appui là, pour ces discussions-là. Oui, je pense qu'on voulait, on l'a mis, on voulait le mettre, là. On est vraiment en mise à jour active de nos documents. Fait que oui, on va le mettre. Merci. Ça me fait penser, si jamais il y en a d'autres qui ont déjà des documents d'entente, conditions, vous pouvez nous envoyer aussi. On partira de ça. J'ai déjà celle d'un autre office, fait que ça nous aide aussi à ne pas refaire la roue, là. Merci. Myriam, est-ce que ta main est encore levée? Excuse-moi, je vais la baisser. OK, juste pour être sûre. Puis, Mme Baillargeon? Non, je n'ai pas de questions. OK, je sais pas que votre main est levée. OK. La petite main, mais je n'ai pas de questions. Il n'y a pas de problème. Et Mme Martineau, est-ce que vous aviez encore une question? Oui? Oui, en fait, c'est concernant l'entreposage. Oui. Vous dites, en fait, c'est écrit là, que c'est ce qui sert à garnir l'intérieur du logement. Donc, ça nous est arrivé aussi l'an passé. Il y a quelqu'un qui avait un genre de petit cabanon annexé à son logement et à l'intérieur, il y avait tondeuse, weed eater, whatever. Est-ce que ça, on l'inclut ou non? Oui, c'est exclu, c'est ça. C'est justement, c'est des choses de même que c'est pour des cas comme ça, justement, que ça a été précisé, là. Parfait. Merci. Madame Charret. En fait, je me questionnais, c'est arrivé qu'on a eu une famille qui s'est présentée une deuxième fois pour bénéficier de l'hébergement temporaire. Comment qu'on fait pour s'assurer, est-ce que d'un, ils ont le droit de bénéficier plus d'une fois du programme et de deux, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait à l'échelle du Québec pour savoir si un ménage qui vient de Québec ou de Montréal qui arrive chez nous et qui a déjà bénéficié du programme d'hébergement temporaire, ici, on n'a pas le droit d'en bénéficier une deuxième fois, ou il y en a qui se fient vraiment là-dessus. Ah, c'est pas grave, je ne paye pas, ben ils vont me payer l'hôtel, puis fait que je veux juste vous entendre là-dessus, Mme Brooks. Oui, c'est un bon point. C'est sûr qu'il n'y a pas de conciliation province, là, sauf que ils ont le droit, oui, plus qu'une fois, sauf que ils doivent commencer à payer quand même à partir du 62e jour, là. Donc, tu sais, si il y avait un mois, puis là, 2 mois, ben là, il faut qu'ils payent tout de suite, là, tu sais, à partir du 3e mois. Peut-être quand on aura un outil un outil un système pour gérer les demandes, parce que là, tout est à la main, là, de notre côté. Ça sera possible, mais là, pour l'instant, non. Puis, on espère qu'il n'y en a pas tant que ça, là. Nancy, je ne veux pas te contredire, mais en écrivant à la boîte aide d'urgence, on peut toujours recevoir donc, des noms de ménage puis faire une recherche. Si vous avez des doutes, effectivement. Ouais. Parce que tout est acheminé chez nous, fait que d'une manière ou d'une autre, il y a moyen de retracer le ménage. Mais c'est pour ça qu'au fond, on travaille présentement encore avec le nom des ménages. C'est encore le moyen le plus simple de retracer les individus. Je ris parce que là, Alain vient de m'envoyer une pointe parce qu'on est en train de regarder, parce qu'on a eu un commentaire d'une ville par rapport au nom des ménages si c'était confidentiel. Pour l'instant, on laisse ça comme ça, mais ça se pourrait qu'on soit obligé de rendre ça anonyme, là, tu sais, qu'on mette des codes ménage 1, ménage 2.
Et là, effectivement, ça va être plus difficile. C'est un bon point, Alain. Donc, oui, nous écrire, puis si vous avez un doute. C'est sûr qu'il n'y a pas de conciliation là, de pop-up en bon français qui va dire « Ah, mais nous, on peut regarder. » Puis Alain, je ne l'ai pas présenté au début, mais c'est pas mal la personne à qui vous parlez quand vous parlez par rapport dans la boîte aide d'urgence par rapport au PH-TAL. Parce que c'est lui qui fait tout le traitement. C'est pour ça qu'il y a des choses que c'est lui qui connaît plus que moi-même. Oui, Madame Dallaire? Oui, pour nous, c'est un peu nouveau, l'hébergement temporaire. Donc, à chaque demande, je comprends qu'on s'adresse à aide d'urgence avant d'accepter d'héberger quelqu'un. Moi, je me questionnais en lien avec les gens que nous, on expulsons à l'OMH. Exemple, pour du non-paiement de loyer, la personne a déjà un logement qui est subventionné, qui correspond à sa capacité de payer. Il y a déjà eu des interventions qui ont été faites là, dans le but d'éviter une éviction. Mais quand on arrive quand même à l'expulsion, qu'est-ce qu'on fait avec ces ménages-là? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est quand quelqu'un perd son logement pour du comportement. Dans le privé, là, pas nécessairement avec nous, mais que c'est des problèmes de comportement. Donc, jusqu'où on va? Bien, pour votre première question, c'est du cas par cas, fait que ça va falloir vraiment l'analyser. Le but, c'est pas d'encourager les gens non plus. Mais je disais ça dans la rencontre PSL, il n'y a pas, dans le PSL, on a des critères quand même assez précis, pour dire, il ne faut pas que la personne ait fait ci, ça. Mais dans le PH-TAL, il ne l'a pas vraiment. Le comportement, en fait, ce qui est un peu plate, c'est que des fois, on sait que la personne va être expulsée de l'hôtel, mais on n'a pas le choix de le faire parce que sinon, on ne répond pas au programme. Le programme, c'est vraiment tout le monde, sauf certains cas qu'on va parler tantôt, là. Mais je vous dirais, pour les gens expulsés de HLM, il va falloir arriver sur le cas et qu'on en discute, là, parce que ça dépend vraiment des cas. Je sais que ce n'est pas la très bonne réponse, mais puis pour si vous avez des cas d'urgence en dehors des heures, puis il y a aussi une procédure qui a été mise là, dans les fins de semaine et tout ça du 1er juillet là, qui a été envoyée, puis c'est les conseillers en gestion des DHS là, qui vont répondre en première ligne et nous contacter à ce moment-là. Mais dans les temps normaux, oui, vous écrivez avec d'urgence. Je ne sais pas, Myriam, est-ce que je dis Myriam parce Oui. que je... Mais là, oui, c'est vrai que c'est une vraie main. Quand il est nommé qu'il faut toujours contacter la SHQ avant d'autoriser un PH-TAL, mais si la ville est participante, on n'a pas besoin de passer par la SHQ Non, ou ça a effectivement. changé? OK. Attends un peu, Alain? Non, c'est ça, c'est la ville qui met plus... parce que les villes peuvent avoir d'autres critères là, que nous, on n'a pas là aussi. Là, OK. Parfait. quand la ville, oui, c'est un bon point, ça. Là, je parle vraiment... J'aurais dû l'introduire comme ça. C'est vraiment pour ceux que la ville ne participe pas. Là. Merci. Isabelle? Oui, nous, la ville contribue 3 jours d'hébergement en hôtel. Ils ne veulent pas plus que ça. Puis au niveau de l'entreposage, ils chargent 20 $ par jour. OK, mais ils ne doivent pas avoir d'entente avec nous, hein? Je ne sais pas, là. Pourtant, ils me disent que oui, là, mais eux autres, c'est ça. Les autres, c'est ça le règlement, là, 3 jours à l'hôtel. Dépasser ça, on fait quoi? Ben, à ce moment-là, c'est nous qui allons, nous, la SHQ, qui va prendre le relais, là. C'est nous, dans le sens qu'on prendra, la personne ne se ramassera pas à la rue, là, c'est sûr. OK. Fait qu'on facture les 3 premiers jours à la ville comme ils veulent, puis après ça, nous, c'est ça. On fait la demande. C'est juste c'est ça. Il va falloir que ça soit clair dans la demande que la ville, participe à ça, puis que là, ben, le relais, c'est la SHQ, là. OK, merci.
Isabelle, tu as baissé ta main. Oui, je baisse ma main. Je pensais que c'était à moi que tu t'adressais, mais c'était une autre Isabelle. Donc, juste pour mentionner, je pense que c'est quand même une bonne occasion pour ça, mais pour relever le point là, qui a été dit là, par une collègue là, par rapport au comportement, là, les gens qui ont des évictions pour comportement. C'est certain que de notre côté, on fait l'analyse au cas par cas, là, voir si les gens, des fois, c'est pas un meilleur fit là, pour aller en ressources ou quoi que ce soit, là, surtout quand il y a des gros problèmes de comportement. Mais j'aimerais quand même sensibiliser la SHQ sur le fait que quand on met des gens avec des troubles de comportement en hôtel, on est toujours à risque de brûler nos partenaires. Donc, on a perdu, nous, beaucoup de partenariats dans les dernières années du fait qu'on se retrouve avec des chambres là, qui sont dans un état là, avec des 10, 15, 20 000 $ de dommages. On en a eu dans la dernière année. Pour des gens qui ont eu des expulsions là, pour comportement. Donc, je voulais juste sensibiliser la SHQ là-dessus parce que c'est quelque chose qui, effectivement, dans les prochaines modalités administratives, ce serait bien de codifier aussi par rapport à notre... où est-ce qu'on s'arrête dans notre mandat? Parce qu'il y a des gens, surtout là, on a parlé d'expulsion HLM, ça c'est un autre cas, là, mais quand une personne a une expulsion pour comportement d'un logement, nous, on n'est pas des intervenants psychosociaux qui peuvent nécessairement adresser les problèmes qui sont derrière ces expulsions-là. Donc, je pense que, je me permets là, de le mentionner, là, que ça serait bon d'y penser là, dans les prochaines modalités pour bien encadrer ça parce que c'est pas mieux non plus si on brûle nos partenaires. Puis, on se retrouve à devoir faire beaucoup, beaucoup d'interventions, puis moins avec d'autres parce qu'on est tous en ressources limitées. Là, on a tous des équipes qui ne sont pas exponentielles. Là. Donc, aussi à prendre en compte là-dedans là, pour la suite. Là. Oui, Voilà, c'est un bon point. commentaire. C'est pour ça que je disais, c'est beaucoup du cas par cas. Puis, tu sais, nous, on va aller souvent aussi sur l'autonomie. Tu sais, si la personne n'est pas autonome pour vivre en logement, ben, elle n'est pas autonome non plus pour aller à l'hôtel, là, tu sais. Il y a ça aussi, là. Fait que, on n'a pas le choix de le faire cas par cas dans ces cas-là. Là, je sais qu'à Montréal, bon, vous en voyez pas mal plus que nous, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que vous avez l'habitude de faire le tri, là. Mais, tu sais, l'intervenant pivot serait une bonne personne pour ça, pour faire les liens, puis tout ça, parce que l'hôtel n'est peut-être pas la meilleure place non plus pour cette personne-là, effectivement. Puis pour le point de HLM, je vais le vérifier pareil. Ça me chicote parce que c'est pas non systématiquement, je vais dire ça comme ça. Mais on peut peut-être trouver une façon de l'écrire, tu sais, de spécifier des points, là. Est-ce que j'étais rendue à Madame Falardeau? Je pense que oui. OK. Moi, ma question, là, c'était en lien avec, vous avez parlé là, des cas urgents pendant la fin de semaine et sur les heures qu'on n'est pas ouvert. J'imagine qu'il va y avoir un courriel avec toutes les coordonnées, toute la procédure qui va être acheminée. Ben oui, c'est ça. C'est pas de notre côté, ça, c'est plus des DHS, mais oui, habituellement, c'est eux qui font le lien, là, puis qu'ils envoient toutes les coordonnées des gens qui sont sur appel ces journées-là, là. Parfait, merci. Oui. Je suis comme Myriam, est-ce que ta main était encore levée? Ben non, je m'excuse, je vais la baisser. C'est pas grave. Madame Charest. En fait, j'aimerais ça qu'on ait une petite définition de l'autonomie parce que quand on est intervenante au SARL ou peu importe que les gens nous adressent des demandes de PSL ou HLM, mon Dieu que c'est dur de définir l'autonomie d'une personne parce qu'elle peut nous sembler très cohérente et très bien organisée. Puis quand ça rentre dans une chambre d'hôtel ou ça rentre dans un HLM ou dans un logement avec un propriétaire privé, ben c'est complètement désorganisé. Puis on gère, on fait du control damage. Puis comme disait très bien la dame tantôt, on se ramasse à gérer des cas hyper complexes, puis on brûle nos contacts, on épuise notre clientèle autour HLM. C'est difficile de définir l'autonomie d'une personne, surtout ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Comment on fait? Y a-t-il quelqu'un qui a des bons trucs à partager? Parce que honnêtement, ça, c'est l'aspect le plus difficile qu'on a à gérer actuellement pour toutes sortes de clientèles.
C'est un bon point. En fait, bon, dans le guide de gestion, il y a la notion d'autonomie pour le logement social. Il y a un formulaire, je pourrais vous le mettre dans le chat en bon français tantôt. Souvent, il faut des liens avec des intervenants de la santé pour ça, parce que ce qu'on demande souvent, c'est justement qu'un intervenant de la santé remplisse le formulaire pour attester que la personne est autonome. Et si elle n'est pas autonome, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'accompagner? Parce que la santé, ils doivent se commettre dans ces cas-là. Je sais que Québec a le fait, là, des liens avec, je pense qu'ils ont des liens avec le CLSC justement pour ça, là, faire attester de l'autonomie quand vous avez des doutes, là. Parce que c'est sûr qu'on peut se tromper, c'est plus sûr que ça va arriver pareil, mais ça a été ajouté dans le règlement sur l'attribution juste pour ça, justement, pour pouvoir que les gens soient accompagnés par les bonnes personnes. Bien, sans vouloir vous contredire, je crois que dans le questionnaire d'autonomie, on met beaucoup l'emphase sur la santé physique de la personne, mais la santé mentale, il n'y a pas trop de questions. Et c'est là qu'on a le plus de problématiques. Puis souvent, les gens, tu as des gens qui refusent complètement les soins ou qui ne veulent pas être accompagnés d'un intervenant, ou souvent, on a l'autre problématique que les intervenants ne nous diront pas toutes non plus dans le dossier parce qu'eux autres, ils n'ont pas de place dans le réseau de la santé puis ils veulent, excusez-moi l'expression, nous les transférer. Puis là, je suis polie. Oui, non, je sais. C'est comme, tu sais, on comprend qu'on a des excellentes relations avec nos partenaires dans nos milieux, on les entretient, mais des fois, on manque de transparence dans ces relations-là, puis on doit gérer ces cas complexes-là par après, avec une absence de filet social autour de ces gens-là. Fait que c'était mon commentaire, puis c'est vraiment pas évident, le volet de la santé mentale. Je comprends. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des trucs, justement, sans que je les nomme, là, vous pouvez les dire si vous avez l'expérience ou des choses que vous avez sur le terrain, là, parce que moi, c'est plus théorique, c'est sûr, là. Écoutez, j'ai la main levée, mais je peux peut-être me lancer. Vous faisiez référence à Québec. Nous, à Québec, on a la chance d'avoir un très beau partenariat avec le CIUS. Il faut se rappeler que la prévention de l'itinérance, c'est une compétence qui est partagée avec la santé. Et notre équipe, nous, terrain, a un statutaire par semaine pour du référencement, la co-intervention pour des cas difficiles. Il faut toujours se rappeler que le fait que nous, on ait des logements de dépannage, la santé n'en a pas. Ils sont aussi confrontés avec des utilisateurs, des fois, de services qui vont se retrouver en rupture de service. Donc, ce qu'ils ont à gagner en collaborant avec nous aussi dans ces statutaires-là, c'est qu'on puisse mettre à disposition des fois des nuitées d'hôtel, du logement de dépannage, etc., en échange d'au moins des efforts qui soient faits par le réseau pour prendre en charge la personne, pour l'accompagner. Après, tout à fait d'accord qu'une personne qui ne souhaite pas, les personnes qui nous appellent ne souhaitent pas de suivi, ils souhaitent un logement. Et une personne qui n'est pas prête à ça et qui le refuse en début de suivi, ça va être très très dur à la faire changer d'avis pour des questions surtout qui sont liées au comportement ou à la santé mentale. Donc, très humblement, nous, tous les mardis après-midi, on a un petit statutaire d'1 heure là, pour passer les cas qui pourraient se retrouver à la rue et qui ont des enjeux de santé mentale et d'itinérance. Par contre, c'est sûr que des fois, on ne peut juste pas aider la personne parce qu'on sent qu'il y aurait besoin d'un soutien qu'elle refuse, donc on ne la place pas à l'hôtel, puis on la réfère vers des ressources d'hébergement d'urgence pour personnes en situation d'itinérance, ce qui équivaut à l'inviter à retourner dans la rue parce qu'à Québec, elles sont quand même, elles débordent. Mais voilà, on est un peu dans cette situation-là. Globalement, c'est un bon timing pour une personne en lui disant conditionnellement au suivi, on pourrait trouver de quoi. Donc, des fois, des personnes qui ont des enjeux de santé mentale se remettent un peu en question sur leurs besoins de suivi et finalement acceptent, au moins dans un lien utilitaire. Je ne sais pas si ça peut aider, mais nous, pour l'instant, ça fonctionne. C'est ça, parce que même les unités réservées là, au N3S que les CIUS et les CIS gèrent, la personne, on a eu parce que moi aussi, j'ai des statutaires avec le M3S là-dessus et
la personne peut refuser, dans leur cas, le suivi, sauf que si jamais il y a un problème, ben à ce moment-là, elle n'aura plus, elle aura plus d'aide, là, elle va perdre sa chance d'avoir le PSL, là. Parce que nous, dans le cas des PSL itinérants, s'il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de PSL. Fait que, c'est quand même une raison de refuser de l'héberger. Je sais que c'est dur, mais la personne. Parce que sinon, comme vous dites, Mme Charest, vous savez que vous allez mettre le problème et peut-être foutre le bordel dans l'hôtel ou dans votre HLM, là, c'est de pas prendre, en fait, c'est de prendre ses responsabilités. Effectivement, l'itinérance, c'est quelque chose qui nous touche tous, mais aussi de ne pas prendre les responsabilités de d'autres réseaux. Ce qui est difficile, je sais. Madame Dallaire? Oui, ma main n'était pas levée en lien avec ça, mais je vais quand même faire du pouce. C'est vraiment important de départager qu'est-ce qui est du problème locatif et du problème de la santé, services sociaux, comportement. Donc, c'est important de collaborer vraiment avec nos partenaires d'ICIUS, travail de rue, parce que ce n'est pas juste un problème locatif qu'on vit. Le but de ma main, c'était très pratico-pratique. On parlait de garde tout à l'heure entre le 15 juin et le 15 juillet. Je vous relais la demande. J'en ai glissé un mot à la COGI quand même. Au niveau de la COGI web mobile, SIGLS mobile, pardon. On a une application possible sur nos cellulaires là, pour avoir les informations de base dans SIGLS, mais le volet avec la succursale SARL n'est pas disponible. C'est seulement là, vraiment la base OMH subvention. Je ne sais pas si vous avez le pouvoir de nous aider là-dedans, parce que quand on est de garde, d'avoir accès à ces informations-là, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, information sur le ménage, etc., là, ça peut aider là, pour les gens qui vont être de garde là, pendant la période de près du 1er juillet. Bien, non, on n'a pas de pouvoir, mais on peut quand même le nommer, là. Parce que la COGI est quand même indépendante, là. J'imagine c'est parce qu'il n'est pas encore monté dans l'environnement cellulaire, là. OK. Est-ce qu'on a fait le tour de ce bout-là? Je savais que c'était. C'est pour ça que j'ai passé vite au début, là, on est dans le crunch. Bon. On a parlé un peu. Comment savoir si le ménage est admissible? Puis, tu sais, on le sait, on a eu des discussions. Le PHTAR n'est pas pour héberger les personnes itinérantes de long terme. Tu sais, quelqu'un, c'est pas pour le sortir de la rue, là, c'est pas ça le but. Par contre, c'est important, pourquoi j'ai une notion d'itinérance, parce qu'au début, on avait dit on va définir l'itinérance, puis c'est pas ça le problème, en fait. C'est savoir la personne, pourquoi elle n'a pas de logement. Quand est-ce qu'elle a perdu son logement? Est-ce qu'elle est autonome? Bon, on parlait, elle a besoin d'accompagnement avant d'avoir un logement? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il ne faut pas comme taguer est-ce que la personne est itinérante ou pas. Parce qu'on a vu aussi des fois des gens qui ont perdu leur logement il y a un mois et ils vont dans un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Parce que là, ils se ramassent qu'ils ne connaissent pas les solutions puis tout ça, puis ils ne veulent pas être dans la rue, mais pour nous, en tout cas, ça va être du cas par cas, ce n'est pas des personnes itinérantes. C'est pas des personnes, ils ont perdu leur logement à cause du contexte et ils ont de la misère à se trouver un logement à cause du contexte. Donc, même s'ils ont passé par un refuge, ils ont quand même la capacité et le vouloir d'avoir un logement et de vivre en logement et de payer et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit notion d'itinérance, parce qu'au début, on voulait le définir, puis je ne pense pas qu'on va le définir, on va vraiment écrire les conditions qui font que la personne est admissible. Là, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas exhaustif parce que c'est compliqué de fermer la porte à des cas. Fait qu'on va mettre comme des exemples plus
Puis on va essayer de vous aider à naviguer là-dedans. Oui, votre nom, c'est Sarl, Madame Arouin. Oui. Bonjour. Quelqu'un là qui n'a plus de logement, mais ça fait déjà quelques mois, puis qui habite chez un ami. Mais là, tanné d'être chez son ami parce qu'elle a hâte d'être chez eux, mettons. Aurais-tu droit à l'hébergement temporaire ou à l'hôtel? Ben, en fait, si elle ne s'est pas trouvé de logement encore, oui. Puis son ami la jette dehors ou quoi que ce soit, là. Non, oui, son ami la jette. Non, son ami la jette pas dehors, mais la cliente est juste comme tannée, mettons, là. Ben, en fait, ça, c'est un peu touché parce que tant qu'elle a accès à un autre hébergement, nous, on ne le prend pas en charge, là, nécessairement, là. OK, parfait. Parce que, tu sais, il y a des villes aussi qui sont beaucoup plus sévères, puis tu sais, ils vont le demander, là, t'es sûr, t'as pas d'aide, nulle part, parce que, justement, tu sais, c'est vraiment un hébergement de dernier recours. OK, vraiment, dernier recours. Je sais que ça n'a pas l'air de ça dans les dernières années parce qu'on est dans un contexte spécial, là, tu sais, ça boom, mais c'est vraiment, tu sais, la personne n'a rien d'autre, là. Donc, c'est pas choisir l'hôtel parce qu'elle est tannée de chez son ami, non. OK, c'est bon. Bon, ça, je n'ai parlé. Tu sais, quand cesser l'hébergement, bon, quand il refuse un logement, quand il y a un comportement inapproprié. Juste un petit mot sur les ménages. J'ai dit insalubre, c'est pas le bon mot, c'est pas le ménage, mais tu sais, ça peut arriver. On a eu un cas la semaine passée où il y avait des punaises de lit et c'était sûr que ça venait de la personne. Bon, je n'ai parlé, moi, avec des gens plus hauts que moi. Et ce qui est voulu, c'est que ça soit fait, ça sera peut-être pas évident, là, mais de laisser la chance au ménage de comment je dirais ça? De collaborer. Dans le sens que c'est peut-être, avant de dire que ça vient d'eux, ben, il faudrait peut-être le changer d'endroit, faire la désinfection, comme dans un HLM, en fait. C'est parce que là, je parle de quelque chose que je ne sais pas trop, là, l'extermination, comment ça fonctionne, là. Je pense qu'il faut qu'ils mettent tout leur linge dans un... Oui, Isabelle. Oui, aide-moi. Je vais essayer de t'aider un peu là-dessus. En fait, je pense que peut-être que ce que vous voulez dire, en fait, c'est que si le ménage ne collabore pas, là, parce que normalement, un ménage qui amène des punaises de lit à l'hôtel, on ne changera pas de place s'il va les amener ailleurs. Fait qu'on va essayer de faire les traitements dans la chambre. Mais on en a eu certains cas. Quand on a des ménages qui ne collaborent pas, c'est touché parce que même dans le temps du 1er juillet, là, je dirais, là, on a eu plusieurs ménages qu'on aidait pour l'aide au relogement. Puis la ville a été impliquée en fait à faire des visites là, de d'évaluation des cas et tout. Puis il y a eu beaucoup de ménages l'année dernière qu'on a dû garder en logement parce que ça reste que c'est la responsabilité du propriétaire lorsqu'il y a des punaises de lit ou des infestations de ce genre-là, de faire les traitements avant qu'on déménage les gens ailleurs. Fait qu'à l'hôtel, on a le même réflexe. C'est sûr que nos partenaires hôteliers, quand quelqu'un a des punaises, ben, le premier réflexe, c'est qu'ils vont vouloir les mettre dehors. Mais nous, on essaie de limiter le plus possible là, la contamination de ça, là, surtout si on est capable de le gérer. Là. Mais je dirais qu'on a eu à payer là, plusieurs fois là, pour des traitements d'extermination là, qui venaient de notre clientèle, puis on le fait pour le bien-être de notre partenariat avec nos partenaires. Là. Ben, c'est en plein ça que j'essayais de dire, en fait. Puis, tu sais, si le ménage ne collabore pas, ben, à ce moment-là, c'est peut-être un comportement inapproprié, là, tu sais. Il n'est peut-être pas apte à rester à l'hôtel, là. Mais il faut comme lui laisser la chance de faire le traitement et de peut-être que, justement, il ne savait pas, ou en tout cas. C'est ça. Merci, Isabelle. Et la contribution du ménage. En fait, est-ce que c'est clair pour tout le monde comment ça fonctionne? Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Dans les modalités, il y a un tableau sur la contribution. On peut en parler là, si vous avez des questions. Oui, Mme Charret. Je m'excuse. Non, mais c'est ça le but là, aujourd'hui, d'échanger. En fait, ma question, c'est vraiment
Nous, on est sur un territoire particulier. On a du RMR puis hors RMR. Fait qu'on a RMR Montréal puis on a du rural. Fait que quand on veut déterminer la contribution d'un ménage, là, on se base sur quelle ville pour dire monsieur ou le ménage doit contribuer au coût d'un studio. C'est-tu selon la catégorie RMR Montréal? Je ne sais pas, je suis embêtée. C'est-tu vers les villes qui veulent aller ou d'où sa ville de provenance? Je ne sais pas si vous Je le comprenez ferais ma comme question pour HLM. baser le coût du studio. Je le ferais comme HLM puis PSL. Donc, la ville où il veut aller. La ville où il veut aller. Oui. Puis, c'est ça. Chaque ville a son LMM, PRBI, là. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est la ville où ils veulent aller. OK. Pour que ça soit cohérent avec ce que vous faites dans la HLM, PSL, tu sais, c'est vraiment où ce qu'elle va habiter, là, qu'elle doit se qualifier en bon français. Fait que s'il se qualifie pour les 2 territoires, on va prendre le coût le plus bas. C'est ça, je comprends. Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, on va toujours dans l'aide aux gens, là. Ouais. OK, merci. Une bonne question. Il y a vraiment vraiment plein de cas. Hein? Ouais. Ce que je voulais dire aussi, la contribution des ménages, ce que ça implique aussi, si la personne veut payer la moitié du studio qu'elle vous fournisse, qu'elle fasse comme une demande de logement à loyer modique. Hein? Donc, qu'elle accepte d'être mise à la liste, si elle n'est pas admissible, donc de fournir les preuves comme si elle était admissible pour qu'au moins on sache son revenu et tout ça. Là. Donc, ça, s'il y a d'autres questions plus tard, on pourra revenir là-dessus. Les municipalités. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vous autres qui êtes beaucoup en lien avec eux. Si jamais vous avez des questions puis qu'ils vous disent, bon, mais comment on fait pour signer une entente? Ils nous écrivent à aide d'urgence. Mais ceux de l'année passée vont être contactés aussi. Puis, tu sais, je sais, vous le savez, là, mais on envoie beaucoup d'infos au logement social puis d'infos. Donc, ça va circuler, là. Donc, pour le remboursement, pour le fonctionnement, c'est toujours, si on a une entente avec la ville, l'office, mettons qu'il y a une délégation, l'office envoie les factures à la ville et la ville demande le remboursement. Donc, l'office ne peut pas nous envoyer les factures directement. Par contre, si la ville ne participe pas, c'est sûr que là, c'est directement à nous. Là. Frais reconnus, non reconnus, les villes demandent souvent, puis je sais que c'est quelque chose qui les dérange, mais les frais reconnus, c'est vraiment hébergement, déménagement et entreposage. Donc, il n'y a pas de ressources humaines et de frais de gestion. Même s'ils délèguent, ils ne peuvent pas ils peuvent pas le demander. Ils peuvent vous donner, payer vos employés ou quoi que ce soit, mais ils ne pourront pas nous demander de rembourser. Là. La logique de tout ça, c'est que, juste pour expliquer, ce programme-là existe depuis 2001, 2002, en tout cas, et la première crise du logement. Et à ce moment-là, c'était les villes qui ramassaient tout. Tout ce qui était par rapport à prendre soin de leurs citoyens dans la rue. Et les villes ont demandé au gouvernement de l'aide pour payer. C'est pour ça que ce programme-là, il est un peu comme virant en envers, là, mais à la base, c'était vraiment la responsabilité des villes et on payait la moitié. Là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de frais de gestion puis de ressources humaines. Là. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez leur expliquer ça, mais ils peuvent nous écrire comme d'habitude à aide d'urgence aussi. Là. Madame Charette? Petite question, il y a certaines villes qui seraient intéressées à adhérer, mais par exemple, comme la dame mentionnait tantôt, ils vont mettre une limite du nombre de soirs qu'ils vont payer à l'hôtel pour un ménage pour pouvoir accommoder plusieurs ménages au lieu d'en accommoder un seul. Est-ce que la SHQ va reconnaître ces dépenses-là pour les villes qui mettent certaines conditions, limitations dans le temps, jusqu'à concurrence du maximum?
Ça va dépendre, je dirais, parce que c'est pas, ça ne respecte pas vraiment les normes du programme. Tu sais, il y a certains critères qui peuvent être mis, mais c'est pas prévu, nous, que tu mets les gens à la rue 3 jours après, mais il faudrait, chaque cas va être évalué dans ce cas-là, parce qu'on veut pas s'empêcher non plus d'avoir des ententes avec les villes. Fait que cette année, le mot d'ordre, c'est écrivez-nous, puis on va l'analyser vraiment chaque Mais c'est situation. parce que j'ai besoin d'avoir des arguments pour convaincre les villes, Mme Brooks, parce que l'année passée, ça s'était nommé que les villes ne se feraient pas rembourser s'il ils fixaient des limites comme ça parce qu'ils voulaient aider plusieurs familles jusqu'à concurrence de leur montant maximum. Mais si ils savent que la SHQ ne rembourseront pas, ils ne se donneront pas, excusez-moi, mais tout le travail de négocier une entente puis de définir un programme puis des règles de fonctionnement s'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Fait que ça serait bien qu'on ait, je l'avais déjà mentionné à la table des directeurs d'office, d'avoir des règles très claires pour qu'on puisse vendre le programme aux municipalités. On a besoin de messages clés, s'il vous plaît, puis on a besoin d'avoir des règles très claires pour pouvoir le vendre aux villes. OK. Nancy, si je peux prendre la balle au bon, j'en avais discuté avec Dominique. Donc, Dominique, c'est notre directeur. En général, c'est ça, c'est pas possible là, pour les villes de changer ce qui est prévu dans les normes. Puis là, à ce moment-ci, pour l'hébergement, il n'y a pas de limite qu'ils peuvent imposer parce que c'est régi à l'intérieur du cadre normatif. C'est prévu qu'après 61 jours d'hébergement, ben, ils doivent contribuer. Donc, automatiquement, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas réduire ça à 3 jours, par exemple. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme s'ils ne se conformaient pas au programme. Donc, on ne peut pas rembourser dans ces conditions-là. À moins qu'on ait des nouvelles orientations cette année, ce qui me surprendrait sur ce point névralgique-là. C'est pour ça que je vais vérifier, voir s'il y a des. Mais tu sais, à la base, ça ne respecte pas le programme, c'est sûr. Mais si on peut avoir. C'est sûr que là, c'est extrême, là aussi. Là. Ouais. Mais ce que ça fait en sorte, c'est que les villes adhéreront pas, puis c'est ça, avec ces limitations-là. Parce qu'eux autres, ils ont un esprit différent de vouloir aider un maximum de citoyens. Donc, il faut peut-être se coller plus aux réalités des villes aussi. Puis, il faut penser que c'est pas juste le 1er juillet, mais c'est étalé dans le temps. Fait que, en tout cas, actuellement, ce que je dis, c'est que c'est difficile de rendre ça aux villes. Ah oui, je comprends totalement. Juste pour vous dire aussi, on est la SHQ à l'UMQ qui se tient présentement, le congrès de l'UMQ cette semaine. Et donc, peut-être qu'il va y avoir plein de questions, justement. Dominique, justement, notre boss est là, puis il y a des représentants d'autres directions, là. Et on va être à la FQM au Mont-Saint-Anne au mois de juin. Mais je le prends en note s'il y a une autre façon de le vendre. On comprend que ce n'est pas vendeur. On le sait que la plupart des villes qui ne comprennent pas le rôle, en fait, aussi. Pour eux, ils veulent mettre chacun leurs affaires. Là, je comprends. Madame Charette. Non, Charette. Charette. Moi, j'avais simplement peut-être une petite précision sur les frais qui sont admissibles. Il n'y a pas de limite aux frais, là. On paye l'écart. Après le 2 mois, la personne elle contribue selon sa capacité, puis après, il n'y a pas de maximum de frais d'hébergement, de maximum de déménagement. Non. Quand c'est la SHQ, là, quand la municipalité ne participe pas, quand c'est la municipalité, il y a des. C'est un remboursement, puis la ville va souvent mettre elle-même un maximum aussi, ou ça dépend de la grosseur de la ville, là, mais il y a aussi des normes du programme qui limitent le remboursement, mais dans le cas où la ville ne participe pas, il n'y a pas de limite. Donc, si notre ville participe, je me fie aux critères que la ville a établis. Exactement, c'est ça. OK. Parfait, merci. De rien. Donc, c'était ça. Est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été discutés? Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport aux salles ou au volet 1, là?
toute façon, comme je vous dis, je vais vous mettre l'adresse dans la conversation. Ah, il y a des questions, désolée. Oui, Nancy, je pense que c'est moi la prochaine main levée. Juste un commentaire, peut-être une suggestion. Je pense que la très grande majorité des offices l'ont passé au travers le déploiement de CGLS, le SAR, cette année. Puis, ça serait vraiment bien d'avoir peut-être une formation un peu plus globale sur ce que vous voulez, parce qu'on a demandé à la COGI d'avoir des formations, puis on n'a pas nécessairement eu ce qu'on s'attendait à avoir, ce qu'on avait besoin d'avoir pour notre staff. Puis sachant que la SHQ veut vraiment at large qu'on utilise tout cet outil-là, puis que on codifie aussi les données de la même façon, je pense que ça serait pertinent at large d'avoir une formation là, pour du moins là, les gestionnaires des salles, puis qu'on pourra passer ça à notre staff, mais même pour nos équipes là, ici, là, ce serait super pertinent. Là. OK, bien, on va parler à COGI. Je ne la connais pas, la formation qu'il avait donnée était plus sur le module, plus technique, j'imagine. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Je suis en train de lire les questions, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut avoir le tableau des contributions des ménages? Il est dans les modalités, mais on peut le mettre dans la conversation. Là, je vais vous le mettre. Et recevoir la présentation, oui, on va la mettre en un lien, puis on va vous la transmettre après. Là. As-tu des questions? Ah, par rapport à l'intervenant pivot, ben, en fait, ça suit l'entente. Donc, c'est comme un intervenant dans le SAR, là. C'est à confirmer, oui, à chaque année, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est sûr que ça va devenir plus permanent éventuellement, là, les SAR. Ça va, peut-être qu'il n'y en aura plus d'entente éventuellement, là. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y avait un autre. Non, les modalités ne sont pas encore sur le site. On est en train de faire la page, comme la page PSLQ. Là, on fait une page PHTAG qui va être beaucoup SAR, là. Puis toutes les modalités vont être là et tous les documents qu'on va mettre à jour, on va les mettre là. C'est moi qui ai posé la question. Est-ce que ce sera bientôt? Parce que le 15 juin, c'est bientôt. Oui, la demande est faite et tout, là. Fait qu'on OK. oui. Ça devrait être la semaine prochaine à mesure qu'on les dépose, les documents, là. D'accord, merci. Fait que le lien va être envoyé, soit qu'on l'envoie par Info Logement Social ou soit qu'on l'envoie par courriel, là. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup. Et si jamais vous avez d'autres questions, ah oui, Madame. J'ai juste une petite question. Il n'y a pas de problème. C'est concernant la formation de cet après-midi, parce que moi, je pense que je m'étais trompée. Ça se peut-tu que celle de cet après-midi soit la même que celle de mardi? Oui, c'est la même. Ah, OK. Bon, ben c'est parfait. Vous avez une après-midi off. On va faire d'autres choses. Merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup pour votre attention. Puis s'il y en a on se voit cet après-midi pour le PSLQ. Sinon, bonne journée. Puis si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez écrire à Aide d'urgence. Merci. Bonne journée.